It's a pleasure to have you here today. It's the Belgian local elections ahead of us on Sunday, 13th October. It's a pleasure to have today with us the founder of the political movement 1030 Together, so I should say it in French, of course, 1030 Ensemble, une initiative scarbecoise who wants to put, first of all, the citizens in the midst of political decision-making process. And besides Georges Verzan, the founder of 1030 Ensemble, we see today Philippe de Heert, who lived roughly 24 years in Switzerland, so he can tell us about today's topic, a lot of his personal experience. The topic today is, can Swiss democracy serve as a model for Brussels Scarbeck? This is a question, and we are waiting as well for the candidate on the list, Françoise Cardinaux. She's born in Switzerland, she's on the way, and she will tell us what is about the Swiss model could serve in Scarbeck. Georges, je vous donne la parole. Je veux juste encore mentionner qu'on s'est rencontrés pour la première fois il y a quelques semaines sur le marché de Scarbeck du vendredi. Vous m'avez dit, oui, j'ai une certaine fascination pour la Suisse et leur bottom-up approach, la démocratie participative. Absolument. Merci Thomas de me donner la parole ce matin et de me donner surtout l'occasion de dire combien la démocratie en Belgique a besoin d'être revisitée et revivifiée. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que nous nous sommes rendus compte, notamment nous à Scarbeck, mais je pense qu'à d'autres niveaux, dans d'autres communes, dans d'autres régions, on se rend compte de plus en plus aujourd'hui des limites de la démocratie représentative. En effet, les temps ont changé. Nous ne vivons plus dans une époque où on vote tous les 4 ans, tous les 5 ans, pour les communales tous les 6 ans, et on laisse effectivement ceux que nous avons élus aux conseils communaux, mais aussi dans les collèges municipaux, donc les gouvernements locaux, décider de tout, absolument tout, pendant une durée de 6 ans. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont une aspiration profonde à prendre part au processus de décision politique. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que cette manière de fonctionner a débouché en Belgique, mais je pense aussi dans d'autres pays d'Europe, de plus en plus sur une déconnexion de la société civile et de la société politique, du monde des citoyens, du monde des décideurs. Et donc, la tentative que nous faisons ici, c'est plus qu'une tentative parce que je pense que nous allons réussir. Notre intention, c'est d'utiliser véritablement, de retourner au sens de la démocratie participative pour reconnecter le citoyen avec les autorités qu'ils ont élues. Et donc, de se rendre compte que si on ne fait pas ça, on ouvre la porte, à un désintérêt de plus en plus grand des citoyens par rapport à la chose publique, et deux, on assiste aussi à ce moment-là au développement d'initiatives de type populiste, voire d'extrême gauche ou d'extrême droite. Et donc, l'initiative que nous prenons aujourd'hui, je pense, est tout à fait vertueuse en ce qu'elle permet justement d'inverser le processus de prise de décision politique. Et c'est en cela que le modèle suisse est pour nous un modèle intéressant. Parce qu'effectivement, le temps n'est plus aujourd'hui que quelques-uns s'arrogent le pouvoir en permanence, mais que les citoyens puissent être impliqués dans le processus de décision avant que la décision ne soit prise. Et ça, c'est effectivement très novateur en Belgique. C'est très novateur, en tout cas dans la commune de Scarbeck, qui compte 130 000 habitants. Et c'est absolument essentiel pour retrouver le sens profond de la démocratie. Et donc, au lieu de faire du sommet vers la base, faire au contraire une procédure bottom-up qui implique les citoyens. Alors, évidemment, ça n'est pas facile, parce que les citoyens sont très, très éloignés en Belgique de la pratique
des votations comme on peut le faire en Suisse, il faut évidemment non seulement les convaincre que ça peut se faire, mais aussi les convaincre que c'est utile. Et ça débouche sur une conséquence, c'est que c'est aussi une manière pour nous de dire aux citoyens que si on veut changer la manière de fonctionner de la démocratie en Belgique et à Schaerbeek en particulier, ça implique qu'ils deviennent eux aussi responsables de l'avenir de la cité dans laquelle ils vivent. Parce qu'il est clair qu'aucun élément structurel de changement ne peut réussir si les citoyens ne s'impliquent pas eux-mêmes. Et donc, il y a une co-responsabilité entre le niveau de la démocratie participative et avec le citoyen. Les deux éléments sont indissociables. Et donc, voilà, je voulais terminer par là en disant le principe dont je viens de vous parler, c'est en fait l'essence d'une théorie politique qui s'appelle le fédéralisme. Le fédéralisme, ça veut dire quoi? C'est pas saucissonner les compétences à la belge, c'est au contraire vouloir revenir au niveau le plus proche du citoyen et dire que, et ça c'est de la théorie politique, que le citoyen, toute personne qui est concernée par les conséquences d'une décision à prendre, doit être impliquée dans le processus qui conduit à la décision. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est l'ADN, c'est la colonne vertébrale de notre mouvement. Je te remercie. Merci Georges Eversin pour cette introduction explicative. Il faut se rendre compte que Schaerbeek sur Bruxelles Capitale représente la 6e plus grande commune sur Bruxelles. Excuse-moi de te reprendre, frère Thomas. Schaerbeek compte 130 000 habitants. C'est la 6e ville la plus importante de Belgique. Il n'y a que les 5 grandes villes, Liège, Anvers, Gand, Charleroi et Namur, qui sont devant nous. Nous sommes la 6e ville du Royaume de Belgique. 130 000 habitants, mais dans seul bloc. À Bruxelles, il n'y a qu'une seule autre commune qui est plus importante en nombre que la nôtre, c'est la ville de Bruxelles. Et la ville de Bruxelles fait 150 000 habitants, donc à peine 20 000 de plus que nous, mais répartis dans des zones géographiques extrêmement dispersées. Donc, Schaerbeek est la commune de Bruxelles la plus importante d'un seul bloc. Merci, j'ai compris, c'est numéro 6 sur toute la Belgique. Parfait. In Switzerland, the Eidgenossen have their say on many local, regional and national decision-making process. Every year, the Swiss people decide in hundreds of referendums on issues that directly affect them. So happy to have Philippe de Heert with us, who started his career in Switzerland as a trainer of rugby. Okay, and after nearly 25 years back to his home country in Belgium, lives in Brussels and Schaerbeek today again, and you are a trainee of a rugby team as well. So what can you say us about your personal experience, how Swiss democracy looks like? Alors merci Thomas. Moi je peux juste témoigner de ce que j'ai vécu en Suisse, attendu qu'en tant qu'étranger, je n'avais pas le bon passeport pour pouvoir exercer un droit de vote quel qu'il soit. Il faut bien se rendre compte qu'en Suisse, la participation, ce qu'on appelle les votations, se font à plusieurs niveaux. Il y a d'abord un niveau fédéral, un niveau cantonal, puis un niveau communal, quoi. Au niveau fédéral, il y a 4 votations par an. C'est-à-dire que le peuple se prononce souvent sur des sujets régaliens et qui impactent toute la Suisse. Après, ça évolue au niveau cantonal, puis après au niveau communal. Les votations se font ou au début des lois, c'est-à-dire que quand un projet de loi est lancé, le peuple est amené à réagir, ou après que la loi soit passée. C'est-à-dire que si un citoyen n'est pas content de ce qui a été passé, il peut faire un recours. Donc ça passe par des pétitions et tout. Et quand il y a un certain nombre de signatures, on passe par une votation pour pouvoir justement se prononcer, quoi. Ce qui fait que la population suisse est impliquée par le système de décision. Elle a une conscience de la chose
publique et la chose politique. Ça a deux avantages. Au-delà du fait que justement elle peut se prononcer et impacter directement les systèmes de votation, les systèmes de décision, mais ça surtout limite énormément le pouvoir politique. C'est-à-dire qu'un homme politique sait très bien qu'en proposant une loi, elle sera soumise à la votation. Ça fait que très peu de politiques font carrière en Suisse. Il y a un renouvellement permanent parce que le peuple reste souverain et c'est finalement lui qui décide. J'ai un petit peu regardé les chiffres ce matin pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Le taux d'abstention en Suisse, c'est à peine 20%. Donc on se rend compte qu'à tous les différents échelons, le peuple participe. Pas forcément à chaque décision, parce que sinon ils iraient voter tous les dimanches, mais en tout cas, il y a à peine 20% qui ne participent pas aux votations. Ça veut dire aussi, surtout, qu'il y a entre 65 et 80% de participation. Et que quand une loi est votée ou rejetée, ça représente 60 à 68%, voire 80% des gens qui disent « on n'est pas d'accord ». Donc là, ça permet vraiment que, justement, d'éviter les partis populistes de gauche ou de droite qui pourraient être minoritaires et qui pourraient avoir une décision et un impact sur la décision politique et sur la décision qui impacte carrément la vie du citoyen, quoi. Donc c'est un système qui fait que justement les Suisses sont très attachés à ça parce qu'au-delà du fait qu'ils puissent être entendus, ils ont aussi une espèce d'éducation, une instruction politique sur la chose publique. C'est un système qui existe depuis des années en Suisse. Bien évidemment, mettre ça en place au niveau belge et local est beaucoup plus compliqué parce que très neuf et très novateur. Donc il faut, pour pouvoir faire ça, instruire les gens sur le principe même de la démocratie, redéfinir ce que c'est vraiment que la vraie démocratie. De mes souvenirs d'enfance, quand on nous apprend le principe politique à l'école, la démocratie s'arrête au suffrage universel. Et c'est un leurre. Et à partir de là, forcément, si les gens se disent j'ai le droit de voter, mais pendant 4 ans, j'ai plus rien le droit de dire, en gros, je suis en train d'élire un dictateur qui va prendre les décisions à ma place. Et derrière, je n'ai plus aucune possibilité de me faire entendre, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, je pense... J'ai toujours apprécié vivre en Suisse parce que le citoyen est quand même au cœur des décisions. Voilà. Merci Philippe Dehert. Vous avez vraiment expliqué, c'est vraiment la différence. L'esprit démocratique en Suisse, c'est autre chose qu'en Belgique. C'est la raison pour laquelle, Jean Choisin, j'aimerais bien vous confronter avec un article de mes collègues du journal Le Soir, qui pose la question, la représentation citoyenne par tirage au sort, un enjeu de civilisation. Et je veux encore ajouter que déjà en 2019, le Parlement germanophone a décidé de se doter d'une assemblée citoyenne, c'est-à-dire le Parlement germanophone fait partie de la Belgique. On sait qu'il y a 3 langues officielles en Belgique, le français, le néerlandais, et cet côté proche de l'Allemagne, le Parlement germanophone. J'aimerais bien savoir, Georges Choisin, comment ça pourrait fonctionner. Parce qu'on sait que les élections, ici, les citoyens enregistrés dans la liste électorale, ils sont obligés de voter. C'est-à-dire comment convaincre et comment investir un effort pour donner aux citoyens de la Belgique cet esprit suisse. Et comment ça pourrait fonctionner en Schaerbeek? Mais merci Thomas pour cette interpellation. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Je pense vraiment que la chose à éviter absolument, c'est d'éviter d'avoir un conseil municipal, un conseil communal de réserve quelque part, au second degré. Parce que finalement, dès le moment où on met en place, pendant les 6 années d'un mandat
local, comme c'était le cas en Belgique, on met en place un conseil municipal, un conseil communal, et qu'en même temps, on élit, on désigne une assemblée citoyenne qui finalement n'est jamais qu'une copie du premier conseil, on n'arrange rien du tout. Et donc, deuxièmement, le deuxième élément de réponse, c'est que je me dis que, évidemment, il ne faut pas non plus que le citoyen se substitue à l'autorité politique. Quand je dis qu'il faut impliquer le citoyen dans le processus de décision, il faut que la décision reste, au final, à ceux qui exercent les mandats exécutifs. Et donc le problème, c'est l'articulation entre la consultation des personnes et des citoyens sur tous les sujets qui les concernent, qui les intéressent, de manière organisée. Pour prendre un simple exemple, lorsqu'on parle d'un plan Good Move à Bruxelles, la question qui est posée, ce n'est pas d'organiser des consultations par Internet, parce que vous éliminez directement une grande partie de la population. C'est dans les quartiers qui sont impactés par le plan Good Move, consulter directement les gens, avec des questionnaires ouverts et pas des questionnaires fermés, où on induit les réponses. Et donc, il faut évidemment, ça se structure, ça prend du temps, c'est compliqué, mais comme je dis toujours, je préfère perdre 3 mois à prendre une décision saine que prendre une décision rapide et subir les conséquences négatives pendant 6 ans. Et donc, les limites de ces assemblées citoyennes, c'est qu'elles ont tendance très rapidement à s'institutionnaliser et à devenir des parlements bis ou des conseils communaux bis, ce qui casse complètement l'esprit. D'accord, j'ai compris, Georges. Vous ne proposez pas la révolution sur le niveau local. Les institutions, c'est-à-dire le conseil communal, restent en place, ça c'est clair. Mais quand même, sur votre affiche, là, vous mettez les citoyens d'abord, la force des citoyens. Comment ça peut vraiment fonctionner? Vous avez mentionné quelqu'un ensemble, mais dites-nous, s'il vous plaît, des ensembles clairs, comment, après le 13 octobre, les citoyens sont vraiment impliqués avant que les décisions soient faites dans le conseil communal? C'est ce que les électeurs demandent, une réponse à ça. Et donc la réponse est très claire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, le pouvoir politique décide sans consulter les gens. Et donc la manière, et ce que le conseil communal ou ce que l'autorité politique fait, c'est simplement permettre à des citoyens de venir parler devant le conseil communal. Aujourd'hui, si on a une pétition de 20 personnes, ils peuvent apporter un point au conseil communal et en discuter. Enfin, exprimer leur point. Qu'est-ce qui se passe après? Mais c'est purement formel, parce que la majorité, le collège des bourgmestres échevins va répondre, les principaux groupes politiques vont donner une réponse aussi, et puis la question est enterrée. Il n'y a rien qui va changer. Et donc, si on veut changer quelque chose, il faut que la force des citoyens s'exprime directement à l'intérieur du conseil communal. Et donc, la liste 10-30 ensemble, c'est exactement ça. C'est dire aux citoyens, on ne vous demande pas d'être de gauche, de centre ou de droite. On ne vous demande pas d'être des professionnels. Ce qu'on vous demande, c'est d'être candidat pour porter nos idées et nos valeurs à l'intérieur de l'endroit, du seul endroit où les décisions communales se prennent, c'est-à-dire le conseil communal, le conseil municipal. Et ensuite, quand nous serons au pouvoir, probablement avec d'autres partis, quand nous serons au pouvoir, nous organiserons de manière systématique des vraies consultations sur toutes les décisions qui concernent les citoyens d'un quartier ou de l'ensemble de la commune. C'est ça en quoi nous ressemblons au système suisse. Mais donc ça doit se faire de manière structurée, de manière intelligente, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tous les partis politiques ont tendance à reproduire tout le temps, tous autant qu'ils sont, qu'ils soient de gauche, de centre ou de droite, à reproduire, à rester dans le système. Parce qu'ils se présentent aux élections, c'est un petit groupe, ils font 2, 3, 5, 10 élus, et puis ces 5, 10 élus continuent à discuter entre eux. Et donc on réduit le conseil communal à une discussion entre quelques happy few qui discutent entre eux
et qui se chamaillent sans jamais impliquer les citoyens. Donc c'est le problème de la particratie qui est mis en cause ici. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que les partis, eux aussi, sont impliqués dans le processus. Aujourd'hui en Belgique, les partis sont repliés sur elles-mêmes. Ils enferment les gens dans des carcans idéologiques. Vous êtes soit libéral, soit socialiste, soit engagé, soit nationaliste flamand, soit extrême gauche, soit d'extrême droite. Mais vous êtes chaque fois enfermé dans un modèle idéologique. Je pense qu'au niveau local, en tout cas, il faut sortir des modèles idéologiques et permettre effectivement une parole directe des citoyens sur des sujets concrets qui les concernent et dans lesquels ils se sentent effectivement concernés. J'ai compris, Georges, votre promesse claire, des consultations parmi les citoyens dans le processus des décisions avant les décisions finales. Je suis ravi maintenant que aussi Françoise Cardinaux est arrivée sur notre panel. Bonjour. Bonjour Françoise, ravi. Parce que vous complétez encore ce panel d'une profondeur qui compte, à mon avis. Vous êtes né en Suisse et vous avez vécu votre enfance et jeunesse, si je suis bien informé, dans le contexte d'une démocratie à la Suisse. J'aimerais bien vous demander de vous présenter un peu vous-même parce que je n'ai pas votre CV sous mes yeux, mais je sais que vous êtes aussi artiste, sculptrice, que vous défendez aussi cette idée comme candidate sur cette liste de mettre la culture en valeur sur votre engagement politique. Françoise Cardinaux, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour à tous. Merci de m'avoir attendu surtout. Bien voilà, je suis Françoise Cardinaux. J'ai une formation effectivement artistique et je suis aussi psychanalyste. Et donc effectivement, j'ai vécu une bonne partie de mon existence en Suisse où on a la démocratie participative. Et c'est ce que 10-30 Ensemble souhaiterait mettre en avant et appliquer. Pour ma part, c'est vrai que j'aimerais beaucoup rendre les artistes visibles au sein de notre commune scarbécoise parce que ça fait un petit temps que les artistes ne sont plus vraiment mis à l'honneur dans notre belle commune. Et puis, surtout aussi parce que je pense sincèrement, pour avoir fait aussi des études de lettres et philosophie, que l'humain sans l'art n'est rien finalement et que l'art est vraiment très important dans l'existence. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une évidence qu'on a besoin d'artistes et ça s'est révélé dans plusieurs situations dans le monde. L'art est universel d'abord, ça se passe dans tous les pays. Puis au-delà de ça, je pense que l'art a pu aussi sauver pas mal de situations. Donc voilà, je pense que les artistes ont une nécessité d'être mis à l'honneur. Merci Françoise. Philippe nous a expliqué son expérience en Suisse, quand même pas mal, 25 ans à peu près. Quelle est votre analyse si vous comparez la démocratie en Suisse et ce qui se passe ici en Belgique, surtout sur le plan communal? Excusez-moi, j'étais distraite. Ce qui se passe en Suisse par rapport au plan communal actuel, mais disons que les citoyens sont entendus en Suisse, sont interrogés, ce qui n'est pas le cas ici sur le plan communal. Et je pense que c'est important d'entendre la voix des citoyens. Parce que c'est quand même d'abord eux qui votent, c'est quand même eux qui payent les impôts. Et puis, voilà, je pense que c'est aussi les citoyens qui font qu'une commune existe. D'accord, merci. Encore une petite question avant qu'on donne la parole au public ici. Aux deux Suisses, je dirais, entre guillemets. Vous vous êtes présenté sur cette liste de Georges Vincent qui présente vraiment quelque chose de nouveau sur le plan communal. Qu'est-ce que vous a convaincu de participer sur cette liste libre, libérale, hors des partis politiques traditionnels existants sur Bruxelles-Québec?
Ben, moi, pour ma part, ce qui m'a vraiment convaincu, c'est justement cette volonté qu'a Georges d'impliquer le citoyen dans le processus démocratique et de manière pérenne et à tous les niveaux. C'est vraiment ça l'important dans l'histoire, quoi. Georges remet le citoyen à sa place. Il ne le contente pas à une base, il veut être le représentant de tous les citoyens et surtout il veut être à l'écoute. Ce qui n'est malheureusement plus le cas de beaucoup d'hommes politiques depuis une bonne vingtaine d'années, quoi. Et c'est là toute la différence avec Georges. Georges est à l'écoute, les autres ne sont pas à l'écoute ou alors feignent d'être à l'écoute et finalement prennent des décisions pour eux-mêmes ou pour leur intérêt particulier, mais absolument plus pour le bien citoyen. François, sur la liste mettront ensemble, on compte plus de femmes que des hommes. 24 femmes. Et ça prouve aussi quelque chose. Hein. Oui, tout à fait. Ben, je pense que de plus en plus, on a une parité homme-femme. Et je pense une majorité des femmes. Aujourd'hui, une majorité en tous les cas sur notre liste. J'ai vérifié, il y a seulement une liste sur Scarbeck qui a encore plus de femmes que d'hommes. Je ne vais pas la nommer, mais il existe encore. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui est exceptionnel. Oui, tout à fait. Et c'est exceptionnel. Et donc, ça démontre aussi l'humanité de Georges. Ça démontre aussi qu'il tient en compte aussi bien les décisions féminines que masculines. Et ça, je pense qu'il a pu nous le prouver depuis plusieurs années. Pour répondre à la première question, je connais Georges depuis plusieurs années. Au-delà de la sympathie que j'ai pour lui, je connais aussi ses actions. Au-delà de ses actions politiques, ses actions humaines, c'est un homme profondément humain. Et donc, je pense qu'il a pu convaincre beaucoup de citoyens scarbécois de par ses actions, non pas de par des paroles dans le vent, mais de vraies actions. Georges a posé de vraies actions en tant qu'homme politique. Et ça, c'est vraiment reconnaissable. Beaucoup de commentaires positifs pour Georges Versin. Un homme de réputation sur le plan politique sur Scarbeck. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des questions au public? Bonjour. Ça va comme ça? Oui. Alors, bonjour, merci beaucoup de vos discours ce matin. Bon, il y a beaucoup qui est intéressant là-dessus que vous avez réfléchi, hein, vous avez réfléchi profondément, je pense. Deux choses. Premièrement, si je comprends la situation belge, la situation locale, communale, régionale, fédérale belge, on est déjà dans une instance assez compliquée. Et si on ajoute maintenant que toutes les décisions qui se sont prises à tous les niveaux soient mises à la disposition de la citoyenne, je pose la question si c'est faisable tout ça. Et puis en plus, l'autre côté de ça, c'est que si nous, en tant que citoyennes, on doit suivre tout ce qui se passe à tous les niveaux. Et moi, je dois voter chaque fois. Comment, avec tout ce que je fais d'autrement, les emplois, la famille, je ne sais pas, la vie sociale, la vie au travail, la vie associative, quoi que ce soit, comment est-ce qu'on va trouver le temps pour digérer tout ça, comprendre et pouvoir voter d'une façon correcte? Georges, s'il vous plaît. Merci pour cette excellente question à laquelle j'ai deux réponses. La première réponse, c'est que je l'ai déjà fait. En fait, entre 2005 et 2007, j'ai été échevin des travaux publics de la commune de Scarbeck. Et il se posait un certain nombre de fois des problèmes de modification de la voirie publique. Et les gens étaient divisés. Les uns voulaient plus de parking, les autres voulaient sauver des arbres, des cerisiers du Japon en l'occurrence. J'aurais pu prendre une décision au niveau du gouvernement local
en disant « je pense que ». C'est ça qu'il faut, et c'est ça, mettons plus de parking et on liquide quelques arbres, on diminue la largeur des trottoirs. J'ai pas fait ça. J'ai mis les deux questions que je viens d'expliquer en balance et j'ai invité tous les citoyens du quartier concerné. Alors, ça fait plusieurs allers-retours. J'étais dans le quartier, j'ai été expliquer les problèmes techniques qui se posaient avec certains arbres, j'ai expliqué les problèmes techniques qui se posaient avec le stationnement, j'ai expliqué qu'il y avait moyen de modifier telle et telle partie du trottoir, faire des grandes terrasses, supprimer un carrefour dangereux, et en mettant tout ça sur la table, avec les citoyens, ça a pris 3 mois, c'est vrai. Mais depuis, on est en 2024, ça fait donc 19 ans que tout le quartier est réconcilié. Et aujourd'hui encore, des citoyens du quartier m'interpellent en disant « Ah, qu'est-ce que vous avez bien fait de nous écouter ?» Et donc, c'est un exemple concret, unique, jusqu'à présent, mais ça, c'est vraiment ça que j'ai envie de reproduire. La deuxième partie de la réponse à votre question, c'est simplement parce que un conseil communal, ça fonctionne avec des ordres du jour, dans lesquels il peut y avoir 100, 150, 200 points d'intérêts différents. Si nous voulons avoir des élus dans le conseil communal, c'est aussi parce qu'eux vont suivre les dossiers. Et sur les dossiers où on sent bien qu'il y a une interpellation citoyenne potentielle, nous allons lancer le processus de discussion et ouvrir la discussion avec le citoyen. Donc, ce n'est pas sur les sujets. On ne va pas discuter d'un marché public d'assurance. Ça n'intéresse que la gestion communale. On ne va pas discuter de la promotion d'un fonctionnaire d'un grade à un autre. Ça concerne le conseil municipal et le collège. On va discuter de tout ce qui a des conséquences directes sur l'organisation de la cité, tout ce qui a des conséquences sur le vivre ensemble de la cité. Et ça, on peut le structurer, on peut l'organiser et on peut le sélectionner. Donc, ce n'est pas dire n'importe quoi sur tout, mais au contraire, arriver à une méthode qui permet de faire se sentir concerné par la population la plus large d'un quartier ou d'une zone considérée, ou d'un problème général qui frappe tout le monde. Exemple, le problème de la suppression des zones bleues. Les zones bleues à Schaerbeek, ce sont des zones qui sont du stationnement réglementé, mais où tous les gens ont 2 heures de parking gratuit. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que l'autorité du collège actuel a supprimé les zones bleues sans demander leur avis aux gens. Or, ça ne posait pas de problème. Qu'est-ce que les citoyens ont fait ? Ils ont, avec moi notamment, ils ont introduit un recours au Conseil d'État, qui est l'autorité la plus administrative, la plus haute. Et le Conseil d'État, dans un premier temps, nous a donné raison. Et donc, pour éviter d'aller au Conseil d'État, il aurait suffi de demander leur avis aux gens, tout simplement, et d'objectiver le dossier. Qu'est-ce que le bourgmestre actuel, en titre, a fait ? Plutôt que d'écouter les gens, ils ont pris un nouveau règlement et ils ont modifié l'ordonnance régionale qui supprimait l'obligation de consulter les gens et faisait simplement une faculté. Donc, le collège pouvait choisir entre soit continuer le processus de consultation qu'il a interrompu, soit décider tout seul. Et qu'est-ce que vous croyez qu'il a fait ? Ils ont décidé tout seul. Je suis de nouveau en Conseil d'État, j'ai été battu. Nous avons été battus, pourquoi ? Pas parce qu'on avait tort, mais parce que juridiquement, le bourgmestre qui est en même temps député et ministre à la région, en fait, s'est organisé pour qu'on détourne du chemin de la votation un certain nombre de cette question-là en particulier. Et donc, ça prouve bien que le système actuel est un système qui est biaisé, c'est un système qui est manipulé, et c'est bien pour ça que nous voulons le changer. Merci Georges. Maintenant, nous sommes dans les détails, et c'est ce qui compte. J'ai les 10 priorités de votre liste sous mes yeux. Mobilité et stationnement, vous avez déjà fait référence. Fiscalité, propreté, sécurité, réorganisation des services communaux, dignité pour les plus défavorisés, soutien aux commerçants, accès au logement et formation en alternance. C'est ce qui m'intéresse comme dernière question aujourd'hui sur le panel, le point numéro 6. Réorganisation des services communaux. Ici, je fais citation, créer un département unique pour gérer la voirie, les espaces verts, la propreté, le stationnement et la mobilité. Un autre, l'enseignement, la culture et la prévention. J'aimerais bien vous demander, à la fin de notre
réflexion sur la participation directe des citoyens à Schaerbeek, de nous donner un exemple. C'est ce qui, à votre avis, doit être changé. Et, je commence avec Françoise, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui, comme on dit en allemand, brûle entre vos ongles? Qu'est-ce qui brûle entre mes ongles? Oui. Comme je l'ai déjà dit, moi, ce qui brûle entre mes ongles, c'est de faire en sorte de donner une plus grande visibilité aux artistes à Schaerbeek, au niveau de la culture et de l'enseignement, qu'on puisse avoir plus d'intégration culturelle, que certains cours soient pris en charge par des personnes avec plus de compétences par rapport aux matières qui sont données. De redonner un peu de motivation aussi au niveau de l'enseignement. Voilà, ça c'est un petit peu ce qui me brûle. Philippe, s'il vous plaît. Alors moi, de mon point de vue, il y a quelque chose qui me saute aux yeux à chaque fois. Et justement, c'est le principe de mobilité et les gros problèmes de stationnement qu'on a à Schaerbeek qui ont des impacts qui sont peu soupçonnés. Typiquement, le club de rugby dans lequel je joue, il y a 700 joueurs dans le club. Les parents ne viennent même plus voir jouer leurs enfants parce que ça leur coûte trop cher. Donc, au-delà du fait qu'ils n'ont même plus le plaisir de pouvoir venir voir jouer à la jeu, ils finissent par sacrifier une vie sportive, associative, qui est très importante au sein même de la commune. Tout ça pour un problème de stationnement. Donc, on se rend compte qu'on passe à côté de tellement de choses, quoi. On essaie de lutter justement pour l'intégration dans le sport, la dimension sociale que le sport peut amener, quoi, et on est saboté par une décision qui n'a pas vraiment de sens et qui impacte tout le monde, quoi. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est assez important. Georges, vos conclusions pour mettre les citoyens au milieu du processus politique sur Schaerbeek. Mais les conclusions, je les peut-être en deux temps. La commune de Schaerbeek est quasiment en faillite aujourd'hui, avec un déficit de 20 millions d'euros, pris en compte par la région à concurrence de 12 millions, mais avec une mise sur la tutelle de la région, de manière telle que même les ordres du jour des collèges communaux doivent être approuvés à l'avance par l'inspecteur de la région, financier de la région. Et donc ça veut dire qu'on nous considère aujourd'hui comme une république bananière, où on n'a plus réellement d'autonomie communale. Et moi, je suis quelqu'un qui suis très attaché à l'autonomie communale. C'est-à-dire que dans les matières qui ressortissent aux compétences d'une commune, comme partout en Belgique, la commune, les citoyens de la commune puissent prendre leurs décisions ensemble, sans dépendre d'une autorité extérieure. Ça suppose évidemment une grande rigueur dans la gestion des finances publiques. Et aujourd'hui, il y a un gros dérapage qui a été provoqué par la majorité sortante. Et donc, il faut d'abord remettre l'administration en ordre. Et remettre l'administration en ordre, c'est un audit financier, c'est un audit, une réorganisation des services du personnel, une restructuration des services communaux pour les rendre opérationnels. Et c'est en ça que je voulais répondre à la question qui vient d'être posée, c'est de dire, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, dans notre commune, la voirie, la propreté publique, les espaces verts, la mobilité et le stationnement sont aux mains de 3 échevins différents, de 3 groupes politiques différents. Et donc quand je dis réorganiser les services communaux, ça veut dire qu'il faudra une seule personne responsable de la gestion de l'espace public, de manière à ce qu'on ait un vrai interlocuteur et qu'il puisse, lui, effectivement, organiser les services communaux pour gérer à la fois tout ce qui se passe entre une façade d'un côté de la rue et l'autre façade de l'autre côté de la rue. Et ça aussi, c'est aussi important, évidemment, et aussi important parce que ça implique la mobilité, ça implique le stationnement, ça implique la gestion des égouts, ça implique aussi les commerces, la capacité d'un quartier à avoir des commerces, et tout ça est évidemment essentiel. Et donc, quand je fais la proposition d'une citoyenneté plus active,
d'une participation des citoyens, ça suppose aussi qu'il y ait deux parties à la décision. D'une part, nous devons nous-mêmes, en tant que responsables publics, réorganiser notre administration, la rendre moins chère, la rendre plus efficace, la rendre plus efficiente. Et en même temps, comme dirait Emmanuel Macron, et en même temps, nous devons ouvrir la parole des citoyens et la leur donner, et c'est mon mot de conclusion. Merci. Aujourd'hui, nos invités au Press Club Brussels Europe, c'était la liste 1030 ensemble et en tête, Georges Versin. Merci.